Alors, je vais essayer de... Bon, merci d'être tous revenus. On a pris une pause très agréable, reposante. Avant de commencer la troisième séance aujourd'hui, on voulait remercier les commanditaires, encore une fois, Pain BC, la recherche sur le réseau de douleurs chroniques, l'Institut de l'arthrite, l'engagement des patients avec la recherche sur la chronique et Santé Canada. Donc, tout ceci est modelé par les expériences de chacun. Et bien sûr, toutes les opinions qui vont être exprimées ne représentent pas forcément les opinions de Pain Canada ou Douleur Canada. Tout ceci est enregistré et vous pourrez les revoir sur la chaîne YouTube de Pain Canada. Alors, je voulais vous accueillir à cette troisième séance. J'espère que ça va donc sur aidez-vous vous-même. Et donc, faites en sorte que vous êtes entendu pour mettant vos commentaires ou vos questions si la séance a été... euh, il y a aussi de l'interprétation en français-anglais. Je vais passer le micro à Hailey qui va être la modératrice. Merci, Delaine. Je vais commencer. Au fur et à mesure qu'on avance dans la séance, vous aider à vous aider vous-même. J'aimerais reconnaître que je présente du territoire non cédé et ancestral que du peuple Mi'kmaq. Mi'kmaq est couvert par les traités de amitié et on met en avant la relation durable sur ce territoire. Et donc, j'aimerais que toutes les personnes qui sont sur d'autres territoires pensent aux territoires traditionnels où ils sont. Et donc, dans cet espace que l'on partage, je voudrais aussi prendre du temps pour mettre l'objectif sur pourquoi on est ici aujourd'hui. En commençant cette séance, vivre avec de la douleur chronique, c'est très compliqué, mais vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, ensemble, avec quatre experts dans ce domaine de la gestion de douleur, ils vont vous aider à essayer de mieux gérer peut-être votre douleur et prendre un rôle plus important. Et il y aura des présentations dans cette séance et on aura beaucoup de temps pour répondre aux questions à la fin. Donc, utilisez les questions-réponses, la fonction questions-réponses pour mettre vos questions dedans et on passera au travers de vos questions à la fin de la séance. Mais à la fin de la séance, vous allez partir avec des conseils, des stratégies, d'autres points de vue et peut-être vous aurez plus de confiance pour essayer de prendre en main un peu ce cheminement dans la douleur. On va vous aider à vous aider vous-même. En français, aidez-vous vous-même quand on navigue dans ce paysage qui est très complexe du système de santé tout en vivant cette douleur chronique. Donc, je veux présenter nos présentateurs, Dr. Andrea Verlaine, qui est euh, du réseau sur la douleur à Toronto. Elle est une spécialiste. Madame Willem, qui est un leader au niveau du réseau douleur, et aussi Dr. Jones ou Charmaine Jones de Dragon Claw, une organisation qui aide les patients qui vivent avec des conditions auto-immunes, et Dr. Emery Pinard, qui est une anesthésiologue au département à l'université de Laval. Elle est une enseignante là-bas. Donc là, on va commencer avec Dr. Furlan, avec une présentation de Linda et Dr. Jones qui vont présenter ensemble. Et dernièrement, on va terminer avec Dr. Pina pour terminer la séance. Elle va présenter en français avec des diapositives en anglais. Et on va aussi prendre des questions en français aussi. On va répondre aux deux, dans les deux langues officielles. Alors, ceci étant dit,
Je vais passer le micro à Docteur Furlan. Merci beaucoup. Très contente de vous parler aujourd'hui. Je vais demander à quelqu'un de, s'il vous plaît, partager mes diapositives. Je vais vous parler de l'importance de communiquer ou de parler avec votre médecin ou les professionnels de la santé. Merci d'avoir partagé les diapos. Et je l'ai nommé comme ceci, parce que le savoir, c'est de la médecine, parce que d'avoir le savoir sur sa condition, sur la douleur chronique, ça fait partie du traitement. Je vais voir si je peux, je vais dire prochaine diapositive, d'accord? Prochaine diapositive. Alors, en termes par rapport à cette présentation, je vais parler par rapport à ces différentes références. C'est une chaîne YouTube qui parle de douleurs chroniques. Je reçois des fois des annonces là-dessus. Je mentionne certains produits pour faire des exercices qu'ils peuvent acheter sur Amazon, sur ma donc, chaîne YouTube. Euh, j'ai publié 2 livres. Je vais parler de ces livres et je reçois des droits d'auteur là-dessus en termes de recherche. J'ai donc pas de problème que les médecins donc puissent donner et des subventions par rapport aux opioïdes. J'ai aussi des subventions par rapport à différents groupes de recherche WSIB et j'ai aussi un site web personnel pour les professionnels de la santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit apprendre plus sur la douleur, surtout la, la, parce que le savoir, c'est de la médecine. Donc, je veux voir sur ce- cette douleur de la neuroscience, parce que c'est vraiment un savoir qui peut être très, très important si vous avez de la douleur chronique, d'apprendre là-dessus, parce que de comprendre comment la douleur fonctionne, ça change comment les gens vont vivre la douleur ou les gens vont dire non, non, je sais, j'ai de la douleur, je sais comment elle fonctionne, mais moi, je parle de comment ça marche dans votre cerveau, dans votre corps entier. Parce que si vous pressez ici, ça fait de la pression, mais si votre corps euh, euh, ressent ceci comme de la douleur, il y a une. C'est pour ça qu'on parle de neurosciences. Pourquoi est-ce que le toucher devient de la douleur dans votre cerveau? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de la neuroscience. Et on peut expliquer ce processus. Aussi, ce que l'on sait par rapport à la neuroscience, c'est que quand une personne dit je n'ai pas de douleur, ils ont peut-être de la douleur ou ils ont peut-être s'ils disent j'ai de la douleur 10 sur 10, ils ne ont peut-être pas euh, euh, un traumatisme au niveau du corps, peut-être. Parce que la personne a une douleur et ils n'ont même pas ils ont de douleur, il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit, ou ils ont même plus de membres, on leur a enlevé un membre, mais ils peuvent ressentir de la douleur. Donc une autre personne peut peut-être avoir beaucoup de lésions et ne pas ressentir de la douleur. Donc le cerveau a son mot à dire sur comment on interprète la douleur. Alors, on ne dit pas que la douleur n'existe pas ou qu'ils imaginent la douleur. Non, la douleur est réelle, mais le cerveau interprète des signaux qui viennent du corps. Donc, la douleur ne veut pas toujours dire que l'on est en danger ou qu'on a subi une lésion ou quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que ce savoir peut aider, ça aide à calmer la peur de la douleur parce que c'est l'essence, c'est ce qui va nourrir cette douleur et ça peut calmer la peur, ça va calmer la douleur. Donc la douleur chronique, c'est que la personne qui est dans un mode danger, le cerveau détecte un danger. La fibromyalgie, c'est l'exemple classique de parce que de douleur nociplastique, parce que le cerveau sent de la douleur, mais il n'y a pas de lésion, il n'y a rien. Donc, de mal comprendre ce que c'est que la douleur, ça veut dire que ça peut montrer que tout ceci peut être mis en mode, le faire revenir en arrière, de mieux comprendre comment ils peuvent se réengager, ou plutôt
revivre quelque part un petit peu, en diminuant cette peur de la douleur? Est-ce qu'il y a des preuves que si on fournit, on éduque les gens là-dessus? Oui, il y a des publications là-dessus, il y a des références ici. Ça montre que si on fournit ce genre d'éducation, ça va faire diminuer un peu l'intensité de la douleur, améliorer les mouvements parce qu'ils ont moins peur de bouger, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas créer encore plus de lésions, réduire la peur. Et donc, ils vont être plus efficaces finalement. C'est ce qu'on veut tous. Je veux que mes patients puissent contrôler leur vie et ne pas être contrôlés par leur douleur, ne subir leur douleur. Donc, si on leur donne l'éducation, on peut obtenir ce genre de résultat. Alors, j'avais un patient, je l'ai vu il y a quelques semaines pour un suivi et on lui passe cette éducation sur la douleur. Et donc, il fait une thérapie là-dessus que l'on utilise dans notre clinique. Et il avait fait 3 séances seulement. Il a de la douleur dans le dos, les genoux, des mal de tête. Ça fait au moins 20 ans. C'est surtout nociplastique, cette douleur. Mais il m'a dit, puis il était tellement heureux parce qu'il a dit, s'il vous plaît, utilisez mon exemple pour que les autres puissent apprendre de ce qui m'est arrivé. Il m'a demandé qu'on utilise mon exemple. Donc, on lui a donné ce savoir que la douleur n'est pas un reflet d'une lésion qu'on a dans le corps. Alors, il était dans un café et il buvait son café. Et il a eu une notification sur son cellulaire qu'il avait un courriel. Il a regardé le courriel et ça venait de son assurance sur handicap. Il a eu un mal de tête parce qu'il s'est dit, ah, ils ont refusé ma demande et ils vont arrêter mes paiements. Donc ça, c'est ce qui se passait dans sa tête. Et ensuite, il a lu le courriel et le courriel disait, votre demande a été acceptée. Vous allez recevoir votre paiement de votre compte bancaire et immédiatement, son mal de tête est parti. Donc, à ce moment-là, il a pu vivre ce que l'on essayait de lui apprendre, que son mal de tête était créé par ces synapses dans le cerveau qui détectaient une lésion. Donc, ce savoir, il a pu faire le lien que c'est ce qu'il pensait qui créait le mal de tête. Mais sinon, moi, j'aurais continué à paniquer sur mon mal de tête et puis j'aurais voulu aller aux urgences. Mais le savoir lui a donné ce pouvoir de se rendre compte de cette situation, de réaliser. Alors, quel est le but de cette éducation des patients? C'est pour corriger que la douleur n'est pas toujours liée à la lésion. C'est donc essayer d'encourager la sécurité et être plus efficace, encourager le mouvement, l'activité, soutenir, essayer de se réguler de façon émotionnelle et travailler sur la résilience. Euh, il faut que, il n'y a pas une solution qui peut marcher pour tout le monde. Donc, s'ils arrivent à vivre ce que l'on leur apprend et si qu'ils peuvent l'expérimenter avec, ils n'oublieront pas ce qu'ils auront appris. Et dans ces séances, l'exploration de mouvements, visualisation, ils peuvent vivre les effets de ce savoir. Les docteurs ne sont pas toujours des bons éducateurs. On n'a pas été formés pour éduquer les gens et des fois on utilise des mots qui font peur ou une façon de parler et on n'explique peut-être pas très bien. Alors, on ne nous apprend pas ça quand on apprend dans notre cheminement de médecin. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps, on se sent un peu mal à l'aise. Les patients ont l'impression que l'on nous donne une piqûre ou quelque chose. Et donc, ça dépend. Et le système de santé n'est peut-être mal adapté pour qu'on puisse bien communiquer correctement avec le patient. Donc, nous, on est là pour guérir et pas pour entraîner finalement les gens ou les éduquer. Dans la douleur chronique, faire du coaching ou entraîner, c'est vraiment le meilleur médicament. Alors, il faut trouver un bon entraîneur. Alors, moi, j'ai commencé cette chaîne YouTube parce que je voulais que les gens trouvent de l'information d'une source de moi. Il y a juste moi qui enseigne ce que je sais et c'est accessible partout dans le monde. C'est dans 55 langues. Ils peuvent entendre, voir et je peux démontrer des choses, leur montrer.
Alors, j'ai des vidéos éducatives où j'explique quelle est la fibromyalgie et aussi la désensibilisation. Alors, ils sont fatigués, nous, on est fatigués. J'ai pas toujours le temps quand ils sont là avec moi. Mais je dis, je pense que vous avez de la fibromyalgie. Je vais peut-être pas vous l'expliquer. Allez chez vous, regardez cette vidéo. Ça dure 17 minutes. Vous allez me voir expliquer ce que c'est. Et j'ai un script et je suis le script. Donc, je pense que vous pouvez mieux apprendre si vous regardez cette vidéo, au lieu que moi, j'essaye de vous l'apprendre vite fait pendant que j'ai une séance avec vous. Donc, quand on utilise tous les médiums pour essayer de passer cette information, ce savoir aux patients, c'est important. Et s'ils ne me croient pas, je leur montre, ici, il y a des témoignages. Leslie qui avait donc des points de neuralgie et elle prenait beaucoup d'opioïdes. Et Jeannie Planch qui a eu 37 ans de douleur, vraiment incroyable. Et donc, elle a pu éliminer avec du savoir. Personne ne lui a donné tout ceci, elle a appris et sa douleur a presque diminué. Je dirais, elle a dit qu'elle est guérie depuis à peu près 3 ans maintenant. Alors ensuite, j'ai des livres où j'enseigne tout ce que je sais. Le premier, c'est 8 étapes pour essayer de conquérir la douleur chronique. Et l'autre, c'est plus un journal tous les jours pour essayer d'apprendre et travailler leur résilience. Et ensuite, j'ai mon site web et plus il y a différents documents qui sont reliés aux documents qui peuvent être téléchargés, qui sont reliés aux vidéos, et les gens peuvent aller là et devenir membres. C'est gratuit, ils peuvent télécharger tous les documents reliés ensuite. Donc l'éducation, c'est un traitement finalement, ce n'est pas juste de l'information. Ensuite, ça, c'est certaines des ressources où vous pouvez trouver les choses que j'ai mentionnées et aussi les médias sociaux. Et le dernier, c'est comment vous pouvez obtenir un lien pour les livres, pour mes livres. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, docteur Furlan. On va passer à la prochaine présentation avec Linda et Dr. Jones. Linda va commencer en premier. Alors, je vous passe le micro. Merci, Hailey. Merci, Dr. Furlan. C'était très intéressant. Même pour quelqu'un qui a du... Quand même, je suis assez éduqué là-dessus, mais là, j'ai appris des choses. Donc là, je vais commencer à parler d'un nouvel outil pour évaluer la douleur sur lequel nous travaillons depuis quelque temps. Ça s'appelle Impact. C'est donc un outil de communication pour évaluer la douleur. Alors, je, je sais que on n'aime pas l'évaluation qu'on fait d'habitude de 1 à 10 sur la douleur. Et moi qui vis avec de la douleur chronique depuis plus de 40 ans, j'ai jamais trouvé que c'était bien pour évaluer la douleur de 1 à 10. Et souvent, ça a même rendu la douleur encore pire. Donc, j'ai essayé de voir quel chiffre et leur demander quel chiffre pour évaluer la douleur. J'ai parlé à beaucoup de gens avec de la douleur chronique. Et c'est la même chose. J'ai le même retour là-dessus. Les douleurs chroniques, ça ne nous aide pas cette échelle de 1 à 10. On ne sait pas qui a inventé cette échelle, mais on voulait en trouver une meilleure façon d'évaluer. Sherman Jones, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur cette chose qui s'appelle Connais tes chiffres et les tests que l'on doit avoir. Et Charmaine a mentionné dans ce projet que il y a c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, une évaluation de douleur. De 1 à 10, ça ne marche pas, cette échelle-là. Alors, Charmaine, je me sens. On était d'accord et on a eu une super conversation là-dessus. Donc, quand on a fini, connaissons nos chiffres, on s'est dit, ah bon, on s'attaque à ça maintenant. Alors, on l'a fait et on a eu cette idée, on en a parlé. Et on en a parlé à la communauté, à certaines personnes dans le réseau de la douleur chronique. Tout le monde a été très enthousiaste.
Et ils étaient contents que quelqu'un essayait de regarder ça pour essayer de débarrasser de cette évaluation de 1 à 10 de la douleur et essayer de mieux comprendre comment la douleur chronique a un impact dans la vie des gens. Donc, on a approché la communauté, puis le réseau de douleurs chroniques et ils nous ont donné beaucoup de soutien, Rachel et toutes les personnes qui ont travaillé là-bas. On était très excités Ils étaient tous excités, puis nous aussi, qui participent avec nous du côté. Alors, ça, c'est ça nous, voilà, ça nous montre un peu le processus sur cette diapositive. Alors, ça a commencé avec un groupe de travail et il y a des membres du Canada, d'Australie. Donc, c'est international, hein, les personnes qui vivent avec de la douleur. Et il y a des chercheurs d'ailleurs. On a eu des personnes des États-Unis. C'était vraiment un effort, un bel effort. Tout le monde a donné du temps et tout le monde était très enthousiaste. Alors au début, on avait des préoccupations. On pensait qu'on aurait un groupe de travail peut-être trop large, mais finalement, euh, on a eu un groupe de travail plus petit qui s'est rassemblé tous les mois, qui a rencontré, puis un plus grand groupe, parce qu'il y avait tellement d'enthousiasme, d'intérêt, un plus grand groupe. Et on se rencontrait tous les 3 mois pour avoir un peu des mises à jour, pour leur dire sur quoi on travaillait. Donc, il y avait donc la raison de cet outil, c'est que les gens puissent mieux communiquer leur douleur. Puis on voulait pas perdre de temps. On voulait savoir qu'il y avait quelque chose là-bas. On s'est demandé est-ce qu'il y avait quelque chose qui existait, puis on pouvait peut-être l'adapter. Et on voulait pas juste quelque chose, on voulait pas juste créer quelque chose de nouveau, de quelque chose de mieux. On voulait juste quelque chose qui fonctionne avec les patients. Et s'il y avait quelque chose qui marchait déjà, ben on allait l'utiliser. On ne voulait pas créer quelque chose forcément de totalement nouveau. Et on a regardé les outils existants. Il n'y avait rien qui vraiment rencontrait les besoins des patients par rapport à l'évaluation de la douleur. Donc, on a continué avec nos rencontres. On a rencontré des patients et on avait encore notre gros groupe de travail. Il y avait le petit groupe de travail et après, on avait un groupe de travail qui regardait euh, c'est ça qui était unique à cet outil. Moi, j'ai eu beaucoup de mal euh, j'avais, j'avais de la douleur dans la main. J'ai eu de la douleur toute ma vie, mais là, c'était dans ma main. Je ne pouvais pas j'arrivais pas à trouver le mot pour la décrire, cette douleur. Comment tu dis à ton médecin, qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives même pas à comprendre comment tu ressens cette douleur? Donc, quand on faisait cette liste de mots pour décrire la douleur, oui, moi j'ai dit, voilà, ma main, donc ça m'a aidé à décrire ma douleur. On a essayé de trouver les mots qui ont été utilisés 5 fois ou plus. On les ajoutait à la liste. On savait aussi qu'on ne pouvait pas couvrir chaque mot. Donc, on a mis des espaces blancs dans l'outil. Les gens peuvent écrire leurs propres mots, mais ceux que l'on a peuvent peut-être aider, hein, pour peut-être même trouver leurs mots. Donc, on a développé une ébauche de l'outil. On en a partagé avec des chercheurs de la douleur et des cliniciens. On a eu quelques groupes de travail qui, les gens étaient impressionnés, ils l'ont aimé. Le retour qu'on a eu est très bon. Il y a juste une personne qui a dit, où est l'échelle de 1 à 10? Mais ça, c'était une personne sur un grand nombre de personnes. Donc, on a dit, ben non, on s'éloigner de cette échelle de 1 à 10. Donc, on a incorporé tous les retours qu'on a eus dans l'outil pour essayer de mieux clarifier son utilité. Et en mois d'avril, après 1 an de travail, on a fait l'ébauche finale. Et voilà ce qu'on va présenter aujourd'hui. Charmaine va vous expliquer comment ça marche. Et vous pouvez l'imprimer et le regarder plus tard qu'on a appliqué pour essayer de faire une validation de l'outil et voir comment il marche dans la vraie vie. On a aussi, on a mis aussi des articles qu'on a soumis, mais on espère que ça va se faire vite. On a aussi
C'est peut-être surprenant pour Charmaine, il y a un article dans, dans un des inserts, je pense dans le Toronto Star, le journal. Donc, on a ajouté l'outil dans l'insert pour la prochaine publication. Donc, oui, on veut que les patients l'aient dans leurs mains et que ça circule. Et on veut aider les gens. Et on espère que tout le monde pourra bénéficier de cet outil. Je passe le micro à Charmaine. Merci, Linda. Alors, vous savez, il n'y a rien de pire que de se sentir vraiment démuni et seul. Je pense toujours que quand on a des problèmes, il faut un plan. Mais pour avoir un plan, il faut un partenariat. Donc, les personnes qui vous fournissent donc des soins de santé, ils vont avoir du savoir, mais les patients aussi ont du savoir. Donc, c'est un partenariat, mais il faut être vu et il faut être entendu. Et je ne sais pas combien d'entrevues ont été à d'autres séances de cette conférence, mais certaines personnes utilisent de l'art, comme Michel, la fille de Michel Wand a utilisé de l'art pour être vue et entendue, parce qu'elle n'avait pas les mots. Euh, et Vasselina, son histoire numérique parlait aussi, sa narration numérique parlait d'être vue et comment c'est douloureux de souffrir, mais on a l'air bien à l'extérieur. Donc, on a développé cet outil, les patients ont développé ces outils et, et moi aussi, je vis avec de l'arthrite. C'est un outil de communication, c'est pour nous aider à être vus et être entendus. Alors, j'imagine que vous êtes très excité, vous voulez le voir, hein, cet outil. Alors, le voici sur l'écran et sous l'évaluation d'impact et comment la douleur a un impact sur moi. Hein. On joue un peu avec les mots. Hein. Il y a la date, le nom qu'on peut mettre ici parce que les gens veulent l'utiliser comme un journal et ils le remplissent d'une manière régulière. Comme ça, ils peuvent regarder en arrière et voir la progression qu'ils font ou pas. Comment ils progressent ou pas. Donc, cet outil est interactif. Euh, Par exemple, le débit va vous montrer, Diva va vous montrer qu'elle a mal à l'épaule droite et plus le coloriage est foncé, c'est ça pour remplacer le 1 de 1 à 10. Linda a parlé de mots intensité, puis les mots décrisp. Ça, c'est les mots que notre groupe de travail, les groupes de travail ont trouvés. Donc, il y a les mots sur l'intensité, puis l'autre sur le descriptif. Mais il y a des espaces blancs pour que vous puissiez mettre vos propres mots si vous ne trouvez pas le mot qui vous convient. On vous encourage de faites- euh, essayez de vous accaparer cet outil, imprimez-le, utilisez des couleurs, vous pouvez peut-être utiliser un papier calque si vous avez différentes sortes de douleurs, ou vous pouvez le faire sur l'ordinateur comme je le fais. Et c'est ça c'est tout seul. C'est pas assez remarquable comme ça. Il y a beaucoup d'outils qui ont ce genre de diagramme. Je pense que la partie différente de cet outil, c'est sur le verso de l'outil. Donc, on va aller en arrière. Ça, c'est comment on partage, comment la douleur a un impact, hein, et comment elle affecte votre corps. Vous pouvez vous sentir de la nausée, des trembler, et tout en bas, on essaie d'avoir l'effet. Comment est-ce que la douleur, comment vous vous sentez dans cette douleur? Vous pouvez vous sentir euh, euh, fâché, bien sûr, démuni, et vous pouvez remplir ici dans la partie blanche ce que vous voulez partager avec vos amis ou avec les personnes qui vont les donner. euh, Comment ça a un impact sur ma vie? Comment ça affecte ma vie? On essaye de trouver des mots. Est-ce que ça a un impact sur votre sommeil? Ce que vos tâches dans la journée ou en tant que parent, ou si vous donnez des soins, est-ce que ça vous empêche? Donc, c'est ouvert. Vous écrivez,
vous avez votre paragraphe et aussi, et comment est-ce que je gère ma douleur? Quand on y pense, ça va vous donner peut-être des indices. Qu'est-ce une bonne activité pour nous? Qu'est-ce qu'une bonne activité? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et dernièrement, je sais qu'il y a certaines choses qui euh, empirent ma douleur et même me donnent de la douleur. Donc, tout ceci, c'est pour essayer d'être vu, de faire comprendre comment cette douleur vous affecte. Par exemple, si vous avez de la douleur sur l'épaule, par exemple, mais vous savez quoi? Ça me garde éveillé la nuit, cette douleur parce que moi, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de mon sommeil. Donc, sur l'échelle de 0 à 10, les patients nous disaient, ils pensent, ils disent, ben, laissez-moi réfléchir. Si je dis 10, ils vont dire j'exagère. Si je dis moins que 5, ils vont penser que ce n'est pas très important. Donc, il faut que je mette quelque chose entre 6 et 9. Donc, ça n'aide pas. Mais on espère que ceci, comment ça affecte ma vie, ça sera vraiment utile. Et on a fait une feuille de conseil. Peut-être que, oh, on a enlevé les diapositives. On pourrait peut-être les repartager, s'il vous plaît. Shakespeare, c'est la prochaine diapositive, Divya. Oui. Et c'est des conseils. Comment vous pouvez l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Certains professionnels de la santé vous permettent de, d'apporter des choses dans votre dossier ou dans les courriels pour que ça soit là pendant votre visite. Vous pouvez le télécharger ou l'attacher dans un document. Certains ne sont pas confortables et préfèrent l'emmener en main. Ben, c'est tout à fait correct. Et aussi, ce qui est important, et on en a parlé, comment la douleur chronique peut avoir un impact sur notre santé mentale aussi. Et les deux pays, l'Australie et le Canada, on est très différents là, dans nos approches. L'Australie voulait être vraiment en avant euh, du risque par rapport à... Mais on a fait un compromis pour mettre là-dessus pour que si vous sentez que vous luttez et que vous avez besoin de soutien, il faut aller chercher de l'aide. Donc ça, c'est notre outil. Euh, Nous avons demandé une subvention au Canada pour faire des études dans des cliniques de douleur au Canada et aux US parce que l'on veut vraiment que ceci soit repris et essayé. Merci énormément pour votre présentation sur l'outil d'impact. Si je ne l'ai pas dit au début, je vais le répéter à la fin. Les ressources seront mises à votre disposition sur la plateforme de la conférence Zoom. Alors, je passe la parole au docteur Pinard. Merci, je vais afficher mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Merci à Linda et Charmaine pour la présentation et à ma collègue Gabrielle pour tout ce qu'elle fait pour la douleur chronique. En fait, les gens qui vivent avec la douleur chronique et puis pour contribuer à nos mesures d'éducation. Je suis d'accord. Parfois, on pourrait s'améliorer. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions en français ou en anglais. Ma présentation en anglais et je parlerai en français. Just a few words in English to say thank you to Linda and Charmaine for their presentation, and also to my colleague Andrea for all she's doing for chronic pain and helping educate our patient. I agree, we're not as good as educator as we should be sometimes. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de présenter en français. I'll be happy to answer questions in French or in English. My slides are in English and I'll be speaking in French. Donc, et je vais essayer de ne pas me mélanger. Donc, on va parler d'autogestion, de ressources qui ont été développées pour vous aider à vous aider vous-même avec votre douleur chronique.
Donc, en termes de conflit d'intérêts, je suis membre du comité scientifique aviseur du Centre d'excellence en douleurs chroniques pour les vétérans canadiens et j'ai reçu dans la dernière année une rémunération pour une conférence de la compagnie Novartis Canada qui n'a aucun produit en douleur comme tel. Alors, souvent, quand on cherche des réponses à notre douleur chronique et qu'on n'a pas nécessairement les réponses qu'on veut de nos professionnels de la santé ou quand on est en attente de rencontrer un professionnel de la santé, ben on cherche. Et on cherche où? Ben, la plupart du temps, on va aller chercher sur Internet et c'est à ce moment-là que Google va devenir Docteur Google. Mais un instant, on n'est pas toujours habitué de rechercher avec des critères de qualité. En effet, ce qu'on retrouve sur Internet n'est pas toujours d'une bonne qualité et je vais essayer de vous donner dans les quelques minutes qui suivent des façons de faire pour aller chercher de façon plus juste sur Internet. Puis je vais aussi vous parler d'une ressource qui est bilingue pour vous permettre d'avoir accès à des ressources qui ont été vérifiées pour vous. Donc, quand on regarde une ressource sur Internet, comme par exemple les vidéos de Dr. Furlan, ben, on est capable de savoir qui les a réalisées. Mais ça arrive assez souvent qu'on retrouve des ressources sur Internet et qu'on ne sait pas qui est la personne qui a écrit cette ressource-là ou qui est le groupe. Malheureusement, il y a des gens qui travaillent très fort pour développer des outils, puis on ne sait pas nécessairement qui ils sont. Ensuite, il faut se demander à quelle date cette ressource-là ou ce vidéo-là a été fait. Évidemment, si on parle par exemple, de l'examen physique, même si ça date d'il y a 10 ans, c'est probablement encore valide. Mais si on parle de gestion de médicaments ou d'une technique récente, bien, c'est peut-être important d'avoir une idée que ça a été écrit dans les dernières années, dans les années récentes. Alors, c'est vraiment important de regarder cet aspect-là. Et curieusement, très souvent, tout comme les auteurs, on ne retrouve pas la date à laquelle les ressources ont été créées. Il faut aussi se demander, est-ce que c'est basé sur de la littérature scientifique? C'est pas toujours facile de le savoir, mais les gens qui écrivent de façon très systématique ou qui sont des experts dans leur domaine, mais on va le savoir, qu'ils vont se baser sur les plus récentes données scientifiques, puis c'est quand même très important. Mais comme c'est compliqué à faire, bien, je vous présente ce qu'on a fait, nous, pour le site Gérer ma douleur, qui est complètement bilingue pour l'aspect patient. On est allé regarder sur Internet, puis on a trouvé plus de 4200 ressources différentes. On a commencé par regarder tous les organismes sans but lucratif de la province de Québec. Et ensuite, on a ajouté beaucoup d'autres ressources qui nous ont été proposées. Et en passant, vous pouvez nous en proposer des ressources également. Ensuite, on est allé appliquer les 3 critères de qualité dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Est-ce qu'on sait qui est l'auteur? Est-ce qu'on a une date de création ou de révision? Et est-ce qu'il y a des références scientifiques? Quand les ressources que l'on trouvait, que ce soit des vidéos, des écrits, des podcasts, avaient au moins 2 des 3 critères auteur, date, référence, on passait ça entre les mains d'experts qui travaillent en douleur chronique, donc des médecins, des physiothérapeutes, des infirmières, des ergothérapeutes, des pharmaciens, toute une grande variété des psychologues, de professionnels de la santé qui travaillent déjà auprès de la clientèle de douleur chronique pour s'assurer que les ressources étaient pertinentes, cohérentes avec le message qu'on essaie de donner, entre autres, sur l'aspect de l'importance de l'autogestion. Et est-ce que c'était clair? Hein? Dr. Furlan l'a bien dit tantôt. Des fois, on utilise des mots un peu hermétiques, donc on s'assurait que ce soit clair. Donc, si vous allez visiter le site, en français, c'est gérermadouleur.ca. En anglais, c'est mypainmanagement.ca, mais vous pouvez changer la langue en haut et vous allez cliquer sur « Je suis un patient ». Vous allez retrouver des ressources qui sont divisées en 8 catégories différentes. Quand on va regarder les différentes ressources, là, vous avez ici la version anglaise, on voit par exemple le titre de la ressource, le type. Alors ici, c'est une vidéo. Il y a aussi des écrits comme celle d'en haut et celle d'en bas, puis des podcasts également. On voit la langue. Celle-ci est en français, celle d'en haut est en anglais. Et le lien, pardon, pour aller consulter la ressource. Vous pouvez aussi vous créer un compte sur le site.
C'est complètement gratuit, c'est absolument pas dangereux. C'est un site qui a été conçu à l'Université Laval et ça vous permettra de garder des favoris pour vous permettre de vous créer une banque de ressources parce qu'on a environ 300 sur le site. Mais rappelez-vous, pour arriver à 300, on a regardé 4200 ressources, comme quoi la qualité sur Dr Google n'est pas toujours au rendez-vous. Sur le site, pour l'instant du côté francophone, mais on vous promet une traduction d'ici le début 2026 en anglais, on retrouve Agir pour moi. Et là, ma prochaine diapo est en français parce qu'Agir pour moi est en français. C'est un programme d'autogestion de la douleur qui a été réalisé dans le cadre d'un doctorat, bien sûr basé sur les plus récentes recherches au niveau scientifique, mais aussi basé sur l'expérience de 7 personnes. Je sais, il y en a juste 5 dans la diapositive. Il y a 2 personnes qui ont contribué de façon significative à la création d'Agir pour moi, mais qui n'ont pas souhaité témoigner à visage découvert dans le projet. Donc, les gens que vous voyez à l'écran, ce sont des gens qui vivent avec la douleur chronique à tous les jours et qui ont développé différentes stratégies pour arriver à avoir une bonne qualité de vie malgré la douleur chronique et qui nous ont énormément aidés à créer ce programme-là, Agir pour moi. C'est un programme qui se fait sur environ 8 semaines. On parle d'à peu près 1 heure et demie par semaine, qui ne demande pas l'accompagnement d'un professionnel de la santé. C'est vraiment très facile. Vous pouvez commencer tantôt si vous le souhaitez. Et ça explique vraiment ce qu'est la douleur chronique et ce qu'on peut faire pour apprendre à la gérer. On y parle, entre autres, de pacing, de comment diviser ses activités dans une journée pour arriver à conserver de l'énergie puis pas être épuisé pendant 2 jours quand on a fait quelque chose. On parle aussi d'activité physique. Dans l'activité physique, c'est un sujet très tabou parce que souvent les gens qui souffrent de douleurs chroniques se sentent coupables de ne pas être actifs physiquement. Mais l'activité physique, ça ne veut pas nécessairement dire faire du sport. Je dis toujours à mes collègues médecins quand je donne des conférences que ma plus petite prescription d'activité physique à un patient, c'est habillez-vous tous les jours. Quelqu'un qui ne s'habille pas à tous les jours va certainement pas aller marcher 10 minutes. Donc, on commence par le début et c'est comme ça qu'on arrive à faire une certaine activation et à avoir des victoires au lieu des échecs. Comment prendre soin de ses pensées? Hein? C'est certain que si on se dit toujours ça ira pas bien, il y a de fortes chances qu'effectivement, ça n'aille pas très bien. Donc, on apprend des techniques pour essayer de gérer les pensées plus négatives qui peuvent survenir. On parle d'habitudes de vie, hein, d'alimentation et de sommeil. On aurait pu parler de beaucoup d'autres éléments, mais c'est les 2 qu'on a choisis parce que c'est vraiment très important dans le contexte de la douleur chronique. Et ensuite, on a parlé du maintien du changement. Prendre des bonnes habitudes, c'est faisable. Les maintenir dans le temps, c'est plus difficile. Donc, on discute évidemment de cet aspect-là également. On présente Agir pour moi un peu comme un menu dégustation au restaurant. Donc, on vous propose plusieurs stratégies différentes. On vous suggère d'être curieux, d'aller essayer, d'aller goûter un peu comme au restaurant pour ensuite choisir les stratégies qui vont vous convenir le mieux à vous dans votre contexte. Donc, c'est vraiment une panoplie de stratégies qui vont vous être offertes. Je vous invite maintenant à écouter Pascal, qui était une de nos patientes partenaires, qui nous explique vraiment très bien comment elle a réussi à adopter des stratégies pour profiter de la vie. La vidéo est en français, mais les sous-titres sont en anglais. Les stratégies d'autogestion de la douleur que j'utilise, ce sont toutes celles qui vont être présentées dans ce programme. Gestion de l'énergie, gestion des activités, du stress, des émotions, du sommeil, l'alimentation. Toutes les stratégies, mais à différents niveaux en fonction de mes besoins à moi. Donc, c'est vraiment personnalisé selon mes capacités, selon mes limites à moi. L'idée, c'est pas de supprimer la douleur. L'idée, c'est d'être capable de profiter de la vie au maximum. Alors voilà un petit résumé.
oups, pardon, les patients qui ont accepté de participer à ce projet-là ont été vraiment extrêmement généreux et vont témoigner tout au long du programme par des courtes vidéos comme celle-ci, ce qui fait que les gens qui vivent avec la douleur chronique et qui entreprennent le programme vont souvent se sentir beaucoup moins seuls, hein, parce que les gens nous disent souvent, si j'avais un plâtre, si j'avais des béquilles, si j'étais amputée, ce serait différent, les gens comprendraient mieux. Eh bien là, il y a dans ce programme des gens qui sont là pour refléter de leur propre expérience. Alors, l'autogestion, le programme Agir pour moi est là pour vous aider à essayer de naviguer le grand labyrinthe qu'est la douleur chronique pour essayer de réussir à en sortir le plus aisément possible. Et comme vous le voyez, il n'y a pas une seule sortie, il y a des sorties qui peuvent être personnalisées selon chacune des personnes. Alors, je vous remercie de votre attention. Ça va me faire grand plaisir de prendre vos questions. Merci. Et dissecte. Donc, ils ont fait ces études en fait, myofascias. Donc, il y a des récepteurs de douleur en fait, dans les cellules du visage. Donc, la peau ici a des milliers de récepteurs de douleur. Et si je pince la peau ici, mon cerveau, c'est exactement où a lieu cette douleur. Mais ici, sur le haut du trapèze, il y a un point de déclenchement. Euh, alors, si je me fais pincer là, le cerveau ne peut pas savoir où se situe la douleur. Le cerveau va dire, ah, c'est près d'ici, au visage. Le cœur est également un muscle. Le cœur a des fascias et des cellules musculeuses. Et le patient arrive à l'hôpital et dit, j'ai mal à la bouche, à la mâchoire, au dos. Et ils ne savent pas où est-ce que c'est dans le cœur. Ils ne vont pas dire, ah, j'ai une douleur à cet endroit de mon cœur ou j'ai une crise cardiaque ici. Donc, c'est pas localisé. Donc, le corps ne sait pas dire, étant donné l'absence de récepteurs de douleur sur le cœur, par exemple, certaines régions du corps, ne sait pas dire d'où vient le problème qui cause cette douleur. Donc, la douleur est un symptôme qui peut se manifester à un endroit où il n'y a pas de problème proprement dit. Alors, c'est la réponse que j'ai eue dans mes recherches. Merci énormément à votre réponse à cette question. Il y a quelques questions dans la section questions-réponses sur les ressources et les outils qu'on a abordés dans la présentation d'aujourd'hui. Encore une fois, je veux réitérer que ces ressources seront euh, mise à votre disposition sur la plateforme Zoom de la conférence. Alors, on vous invite à consulter la plateforme lorsque vous aurez le temps. Voici quelques questions qui ont été euh, posées avant la séance d'aujourd'hui. Première question. Une question pour nos présentatrices. Comment est-ce qu'on peut redonner aux patients le pouvoir pour qu'ils puissent faire l'autogestion de la douleur sans être submergés? Commençons par le docteur Jones et par Linda parce que justement, vous avez créé un outil pour suivre la gravité de la douleur. Eh bien, notre outil peut aider le patient à s'autogérer. Il faut créer un plan avec votre fournisseur ou vos fournisseurs de soins de santé. Ça, selon moi, c'est la prochaine étape. La première étape et la deuxième étape serait par exemple, de vous tourner vers le docteur Furlan, le docteur Pinard. Ils vous donneront des devoirs à faire, ce qui est excellent. Mais ce n'est pas obligatoire de tout faire en même temps. Il s'agit simplement de commencer. Et ils vous ont donné des ressources en quantité, gratuites également. Alors, il faut y aller une étape à la fois. Mais dans mon expérience du moins, je dois me sentir soutenu. Je dois sentir que j'ai un partenariat avec mon équipe de soins de santé pour que les étapes première, deuxième, troisième, si j'ai toujours du mal
à gérer, je retourne les voir, donc ils me donnent d'autres devoirs ou des conseils. C'est affreux de se sentir seul et dépourvu. C'est quelque chose de très personnel, mais j'ai déménagé en Colombie-Britannique et je n'ai pas de médecin de famille ici. Et je me sens bien maintenant. Je suis très contente. Mais j'ai une maladie chronique. Et j'attends d'être à Paris avec un médecin. Ça peut prendre 2 ans. Et ça, c'est un sentiment désemparant d'avoir quelqu'un qui peut vous aider à passer au travers. Un des membres de nos groupes de travail a essayé euh, cette ressource lorsqu'on est en train d'élaborer. Et dans une des réunions, elle a affiché son écran, elle nous a montré ce qu'elle voyait. Et c'était tellement profond et exhaustif. Vous avez de la douleur dans le cou, dans l'épaule, dans les genoux. La douleur dans l'épaule, c'est 5, douleur au genou, c'est 10. Alors peut-être que le médecin, en tant que vous dites, je souffre la douleur est à 10 dans les genoux, 5 dans les épaules, il n'entend pas que vous dites 5 dans les épaules. Il se concentre sur le 10 dans les genoux. Alors moi, je ne dis jamais de chiffres. C'est brosser un tableau simpliste de la situation que d'attribuer un chiffre à la douleur. Alors, il faut un partenaire. On espère que votre médecin dira, bon, d'accord, peut-être que, en fait, que le médecin, il y aura une conversation avec vous pour comprendre la situation. Et moi, mon médecin de famille n'est pas de grande écoute. Heureusement, j'ai d'autres fournisseurs de soins qui m'écoutent. Alors, c'est ça l'idée, c'est d'avoir, si vous avez un médecin qui ne vous écoute pas, de chercher de l'aide auprès d'autres spécialistes de la santé. Je me souviens très bien quand ce membre nous a montré l'outil sur la douleur et comment elle avait rempli l'écran. Et mon commentaire était le suivant. J'ai dit, comment est-ce que vous faites pour vous habiller le matin? C'est ça le problème de la douleur chronique, c'est qu'elle a l'air normale, elle fonctionne, elle est bien habillée, elle dit des choses appropriées. J'aurais jamais su que cette personne souffrait de douleur chronique, sauf quand j'ai vu l'image de l'outil d'évaluation de la douleur qu'elle avait créé. Alors, on espère que ce qu'on fait sera utile. Merci. Il y a une autre question qui a été posée. Elle est dans le chat. Je sais que Delane y avait répondu. Mais en particulier pour cet outil, comment indiquer si chaque partie du corps souffre d'une douleur différente dans cet outil? C'est difficile à faire. Une des choses que j'ai vues, c'est de prendre du papier calque, le mettre sur la feuille. On a donc plusieurs couches où on peut imprimer le document plusieurs fois. Mais c'est bien de le voir superposé sur une seule page, sur une seule image. Mais c'est difficile à faire. On a travaillé avec l'équipe des TI pour voir s'ils pouvaient ajouter différentes couleurs. Donc, on peut attribuer un code de couleur à chaque type de douleur. Et ils nous ont dit que ça compliquerait vraiment les choses. Donc, ils ont suggéré de ne pas utiliser de code de couleur. Alors, la meilleure solution, selon moi, c'est d'imprimer le document et d'aller chercher des crayons de couleur et de colorier chacun des types de douleurs. Mais ça, on l'a compris, oui. Et il y a une autre chose qui cause des problèmes aux gens. S'ils ont plusieurs diagnostics et qu'on voit que c'est pas inhabituel parmi nos membres, ils ne savent pas de quelle douleur parler à leur médecin pour traiter l'arthrite ou leur médecin. Alors, quelle douleur est-ce qu'ils vont dévoiler à leur médecin traitant la sclérose en plaques? Mais
Ce qui compte, c'est d'apprendre comment votre système nerveux réagit ou en réagit avec le temps aux signaux de douleur. Et ça change le concept complètement. Ça change l'approche de la douleur chronique complètement. Alors ça, il faut bien le comprendre. Je vais laisser mes collègues renchérir. Merci énormément. J'allais dire, on a le docteur Furlan et le docteur Pinard. Et leur réponse, on attend leur réponse, oui. Allez-y. Premièrement, l'origine de l'échelle 0 à 10 ou 0 à 100 dans l'évaluation de la douleur, c'était la recherche. Quand on fait des études cliniques, il faut des chiffres et on a besoin de chiffres relativement objectifs. Toujours plus facile de calculer des moyennes, des intervalles par des chiffres. Mais je suis d'accord, ces chiffres ne sont pas vraiment utiles dans un contexte clinique. Alors, on utilise euh, le BPI, l'inventaire de la douleur. Alors, ils viennent voir le professionnel de santé, on leur demande quel est le degré de la douleur, la douleur la plus intense que vous avez au cours des 4 dernières heures, le moment où il y a eu le moins de douleur et la douleur la plus forte et la douleur moyenne. Alors, on leur demande dans quelle mesure la douleur affecte leur fonctionnement. Alors, dans quelle mesure la douleur interfère avec leur fonctionnement. Et lorsque je regarde ces notes de 0 à 10, j'ai une idée du degré de souffrance de la personne. C'est ce que ça me dit. Si la personne en cercle le 9 et le 10, je vois qu'il souffre beaucoup. Ça ne me dit rien sur les dommages dont souffre le corps, ça c'est vrai. Mais je sais que cette personne souffre beaucoup. L'autre chose que j'utilise, c'est la douleur la pire et la moins pire. Parce que si la douleur varie de 9 à, en fait, 3 à 9, quand est-ce que la douleur va à 3 ou quand est-ce qu'elle passe à 9? Et ma façon de le mesurer, de mesurer dans les interventions, c'est de travailler de l'autre côté de la page. Dans quelle mesure la douleur interfère avec leur fonctionnement? C'est une autre façon de faire les choses. Et ensuite, on observe le diagramme du corps. À chaque visite, le patient a un diagramme du corps et il encercle les zones souffrant de douleur. Et on évolue, en fait, on regarde voir si la douleur, la zone souffrant de douleur est réduite. Donc, il y a une zone douloureuse et une zone moins douloureuse qu'on appelle la zone brouillard. Donc, c'est un brouillard. Si on peut réduire cette zone, eh bien, on va pouvoir voir ce qu'on appelle la fumée. Donc, c'est la tendinite, la bursite, la douleur intense. Alors, dans ce diagramme de la douleur, on essaie d'évacuer le brouillard, se concentrer sur la fumée, c'est-à-dire là où la douleur est intense. Et trouver un sens à cette douleur, c'est-à-dire d'où elle provient et par quoi elle est causée. J'aurais voulu avoir plus de temps. Il est presque 16 heures de l'Est, 13 heures heure du Pacifique. On aurait pu répondre à plus de questions de nos participants. Mais malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous dire que les ressources, encore une fois, sont sur la plateforme Zoom de la conférence. Et les ressources que le Dr Pinard a communiquées sur l'application d'autogestion qui est en ligne, qui existe en français, qui sera traduite d'ici peu. Et ensuite, il y a le canal YouTube du Dr Furlane et ainsi que d'autres ressources que vous y trouverez. Et l'effet de l'outil d'évaluation de la douleur est sur le site web de Douleur Chronique. Alors, merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez trouvé cette présentation éclairante et ces ressources, j'espère que vous pourrez en tirer parti. N'oubliez pas d'aller y jeter un œil. Alors, bonne journée et à demain. Merci à toutes et à tous.
j'aimerais renchérir sur ce qu'a dit Haley. Après la séance d'aujourd'hui, nous allons téléverser toutes les ressources en fait, sur la plateforme Zoom de l'événement. Alors, merci à nos présentatrices, nos animatrices aujourd'hui, et merci à toutes et à tous d'avoir participé tant dans la période de questions. On sent beaucoup d'amour de la part de tout le monde aujourd'hui, et beaucoup de bienveillance également, dès le début de la journée jusqu'à la fin. Et il y a beaucoup de réflexions en cours également. Alors, lorsque la séance se termine, vous verrez à l'écran un sondage. On apprécierait recevoir vos rétroactions, mais on sera de retour demain à 10 heures, heure du Pacifique, 11 heures, heure des montagnes, midi, heure du centre, et 1 heure, 13 heures, heure de l'Est, et 14 heures, heure de l'Atlantique. Alors, on espère vous y revoir. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et on va enregistrer le